Les éditions Alexandre Stan qui vous présentent L'art d'écouter par Dominique Barbara. Narration Catherine Asselvander. Introduction. Il existe un art de l'écoute. Pour vraiment écouter, il faut abandonner ou mettre de côté tous les préjugés, les formules stéréotypées et les activités quotidiennes. Lorsque vous êtes dans un état d'esprit réceptif, les choses peuvent être facilement comprises. Vous écoutez lorsque votre véritable attention est accordée à quelque chose. Malheureusement, la plupart d'entre nous écoutent à travers un écran de résistance. Nous sommes soumis à des préjugés, qu'ils soient religieux ou spirituels, psychologiques ou scientifiques, ou à nos désirs, nos inquiétudes et nos peurs quotidiennes. Et c'est avec ces écrans que nous écoutons. En fait, nous écoutons notre propre bruit, notre propre son, et non pas ce qui se dit. Il est extrêmement difficile de mettre de côté notre formation, nos préjugés, nos penchants, nos défenses, et d'écouter au-delà de l'expression verbale, de manière à comprendre instantanément. Voilà ce devant quoi nous nous butons. L'art de l'écoute. L'écoute est un art. Pour l'exécuter avec précision, il ne suffit pas de laisser les ondes sonores entrer passivement dans l'oreille. Une bonne écoute est un processus vivant qui exige une participation active et vigilante. Cet art exige donc des connaissances et des efforts. Il s'agit essentiellement d'une compétence mentale qui se développe principalement par la formation et la pratique. Si nous voulons apprendre à bien écouter, nous devons procéder comme nous le ferions dans l'apprentissage de tout autre art, comme la musique, la peinture, l'architecture ou le théâtre. Nous devons nous enquérir de tous les éléments fondamentaux de l'écoute productive pour ensuite nous entraîner fidèlement jusqu'à ce que nous ayons maîtrisé la technique. L'art d'écouter ne s'acquiert pas au moyen de raccourcis ou de bricolage. Le bon auditeur écoute entre les lignes. Il applique constamment son esprit de réserve à ce qui se dit. Et bien qu'il soit attentif à ce qui se dit, il est également conscient de l'ensemble des faits en cause, à la fois dans leur connotation verbale et leurs implications non verbales. Avant tout, la pratique d'un art requiert de la discipline. Il est essentiel, écrit Erich Fromm, que la discipline ne soit pas pratiquée comme une règle imposée de l'extérieur, mais qu'elle devienne l'expression de sa propre volonté, qu'elle soit ressentie comme agréable, comme une activité à laquelle on s'habitue lentement, une sorte d'exercice qui finirait par nous manquer si l'on cessait de le pratiquer. Il est impératif d'être disposé à l'écoute et en même temps prêt à considérer certains de ses aspects les plus difficiles. Il serait souhaitable de consacrer une période quotidienne à une écoute active, par opposition aux nombreuses heures d'écoute superficielles auxquelles nous nous livrons lors de rencontres parmi divers groupes sociaux ou pendant les fréquentes pauses café. La concentration est une deuxième condition préalable à une bonne écoute. La plupart d'entre nous a du mal à se concentrer. Nous sommes particulièrement fiers de faire un certain nombre de choses en même temps. Nous regardons la télévision tout en lisant, en parlant, en fumant, en mangeant et en buvant. Le manque de concentration est également répandu en raison de notre peur d'être seuls avec nous-mêmes. Il nous est quasiment impossible de rester assis, de nous taire, de nous concentrer sur quelque chose de précis pour une certaine durée. Nous devenons nerveux et agités, et pour apaiser notre anxiété, nous nous tournons vers pratiquement n'importe quelle forme d'activité trépidante ou compulsive. Afin de se concentrer pleinement lors de l'écoute, il nous faut être patient avec nous-mêmes. Cette vertu est aussi difficile à cultiver que la discipline et la concentration. Dans une ère de vitesse accentuée par l'utilisation de l'avion, du téléphone, de la radio et de la télévision, l'homme moderne est entraîné à penser qu'il perd du temps quand il s'arrête pour se concentrer. Il se sent obligé d'écouter uniquement les faits qu'il digère rapidement et qu'il peut garder à portée de main avec le moins d'effort ou de concentration possible.
S'attarder à réfléchir à une situation ou à un fait donné va à l'encontre de sa conception idéalisée de lui-même en tant qu'homme d'action. En apprenant à se concentrer, il est très important d'éliminer les distractions sur le sentier de notre écoute. Nous pouvons alors être seuls avec nos sentiments et nos pensées les plus intimes et accorder tout notre intérêt à notre attention à nous-mêmes et à notre environnement. En nous concentrant intensément, il nous est possible de garder nos oreilles grandes ouvertes à tous les stimuli auditifs et être en même temps suffisamment attentifs et alertes à nos propres longueurs d'onde. Nous pouvons alors écouter sans trop de confusion, d'appréhension ou d'interférence mentale. Une bonne écoute exige une participation active. Cela implique de garder son esprit dans un état de vigilance calme, d'ouverture et de souplesse à l'égard de tous les changements pertinents dans une situation donnée. Écouter avec un esprit actif et ouvert implique également de donner à un locuteur la possibilité de présenter tous les faits en cause plutôt que de tirer des conclusions prématurées. L'auditeur efficace est constamment en alerte pour trouver quelque chose d'intéressant dans ce qui est dit. Il essaie de maintenir la discussion animée et vivante, soit en posant des questions pertinentes, soit en ajoutant quelque chose de constructif à la situation dans son ensemble. L'auditeur inefficace est au contraire sur la défensive. Il prévoit des objections ou des questions conçues pour embarrasser ou déprécier le locuteur, ou encore il attaque uniquement pour promouvoir ses propres motifs égoïstes. L'auditeur productif développe sa capacité d'écoute au point d'être capable de diriger toute son attention sur l'idée de base. Il apprend à utiliser cette capacité de manière constructive en concentrant ses énergies vers le vrai sens ou le motif d'une situation au lieu de se perdre dans le détail des faits présentés. Il est également moins impressionné par le pouvoir de persuasion de la parole ou les superficialités du locuteur et il est plus soucieux d'aller au fond des choses. Un troisième facteur contribuant à l'efficacité de l'écoute est la compréhension, la bonne intelligence et la recherche de la véritable idée ou du sens de ce qui est entendu. Lorsque les faits entendus et les principes qui découlent de ce qui est dit ou sous-entendu supposent à leur tour des niveaux d'accord entre l'auditeur et le locuteur sur l'ensemble de la discussion, on a alors atteint une écoute efficace. Comprendre en écoutant est difficile, car nous pensons plus vite que nous ne parlons. La vitesse de parole de la plupart des Américains est d'environ 125 mots par minute. Pourtant, nous pensons 4 fois plus vite. Cet écart laisse beaucoup de temps pour réfléchir. C'est l'utilisation de ce temps additionnel qui fait de nous de bons ou de mauvais auditeurs. Le bon auditeur est sélectif et il utilise son temps de réflexion à son avantage en se demandant ce qui a été dit, dans quel contexte et à quel point les faits du locuteur sont exacts. Il essaie également de s'isoler le plus possible avec ses pensées et ses sentiments afin de pouvoir se concentrer et écouter avec peu de préjugés, d'accusations ou de critiques. Il fait un véritable effort pour aller au-delà de la réalité des mots prononcés et atteindre leur sens fondamental en se représentant la situation dans son ensemble. Pour bien comprendre, il est alors essentiel que l'on affine sa capacité d'écoute au point de s'intéresser à ce que l'on écoute en évitant de se laisser distraire facilement. En tant qu'être humain, il nous arrive de souhaiter entendre uniquement ce que nous voulons entendre et de rejeter tout ce que nous ne voulons pas entendre. Cela nuit à une bonne écoute. Pour remédier à cette situation, nous devons essayer de nous décentrer par rapport à notre monde intérieur et d'être plus objectifs. On peut y arriver en améliorant notre faculté de voir les gens et les choses tels qu'ils sont réellement. Nous pouvons ainsi séparer cette image objective de n'importe quelle image qui pourrait avoir été formée par nos propres illusions, nos angoisses et nos peurs.
Pour acquérir cette capacité d'objectivité à l'écoute, il faut entendre l'autre, sans imposer nos idées ou nos opinions préconçues. Cela exige de la sagesse, de l'humilité et de la maîtrise de soi. Puisque l'objectif est de comprendre la plupart de ce que dit le locuteur, nous devons apprendre à retenir nos propres jugements et nos avis jusqu'à ce qu'il ait fini. C'est la seule façon de parvenir honnêtement à une véritable évaluation de ce qui a été dit. Après avoir écouté au meilleur de notre capacité, nous pourrons alors résumer, assimiler et évaluer ce qui est important pour nous et pour la situation dans son ensemble. Une auto-évaluation réaliste est effectuée. Un accord se produit entre le locuteur et l'auditeur et une véritable communication a lieu. Pour écouter et réfléchir activement, il faut avoir un esprit alerte et beaucoup de curiosité naturelle nourrie par de nombreux champs d'intérêt. La vitalité intérieure est une source émotionnelle ou une sorte de carburant qui permet à l'esprit réfléchi de se développer. Une personne vivant dans une atmosphère intellectuellement stimulante cherchera toujours davantage d'informations pour favoriser sa croissance future. Elle s'habituera à se concentrer et à appliquer activement et pleinement sa capacité d'écoute. Pour que la communication soit efficace, son réseau doit être organisé de manière fonctionnelle et le flux de messages adapté à la capacité du locuteur et de l'auditeur. Les informations qui circulent d'une personne à une autre n'ont de signification que lorsque l'expéditeur et le destinataire peuvent atteindre des niveaux d'accord concernant la déclaration ou l'objet en question. L'efficacité d'un système de communication dépend dans une large mesure des circuits de rétroaction et de leur utilisation. Par exemple, en écoutant un conférencier remarquable, si l'effet de son message est tellement tangible qu'il provoque un désaccord ou peu de réponse de notre part, quelque chose ne fonctionne pas dans le système de communication. Pour que les gens se lient les uns aux autres, il est essentiel qu'ils s'influencent favorablement et réciproquement. Lorsque nous cessons d'écouter efficacement, nos relations sont perturbées. Nous cessons d'apprendre, de nous mettre à jour, et nous renvoyons ainsi des messages ambigus. De telles perturbations dans le mécanisme de rétroaction ont tendance à provoquer une panne progressive du système de communication. Une communication réussie dépend également de la coopération d'au moins 2 personnes ou plus. Dans ce contexte, l'auditeur joue également un rôle précis. Son attitude, lorsqu'il écoute efficacement, est empreinte de curiosité et d'empressement à découvrir les effets éventuels d'une déclaration ou d'une action. Il s'efforce en même temps de tenir compte des autres personnes et des groupes pour déterminer s'ils seront en mesure de subir les effets d'un énoncé projeté ou d'une mesure prévue. Un bon auditeur travaille sans cesse à faciliter et à améliorer le mécanisme de rétroaction. Il tente de visualiser les situations dans leur ensemble et il maintient vivant le processus de communication en demandant aux autres des suggestions qu'il intégrera dans ses actions futures. Un auditeur sincère dans son désir de faciliter l'efficacité de la communication avec les autres est très sélectif et chronomètre ses réponses afin que ses destinataires soient capables de les percevoir et de les interpréter sans difficulté ni précipitation indue. Le locuteur et l'auditeur sont tous deux responsables de maintenir actif le processus de communication. Chacun doit également informer de son propre intérêt dans la mesure où il peut faciliter la communication avec les autres en faisant bon usage de la réponse du groupe. De cette façon, les réactions de l'auditeur aident le locuteur et lui permettent de faire ressortir plus facilement ce qu'il souhaite transmettre et, en dernière analyse, d'améliorer la communication globale. Afin de devenir de meilleurs auditeurs et de donner à nos vies un sens constructif et utile, il est essentiel de parler simplement et de comprendre clairement. La parole étant le moyen de communication essentiel,
La compréhension mutuelle doit dépendre de définitions de sens partagées. Le sens est relatif à l'expérience, et pour qu'un message soit compris, il doit y avoir un chevauchement d'expérience entre l'expéditeur et le destinataire. De plus, l'apprentissage d'un langage productif nous permettra d'écouter et de comprendre les significations implicites derrière les mots, les noms et les étiquettes. À mesure que nous aurons acquis une meilleure connaissance de la structure du monde dans lequel nous vivons, ces complexités deviendront moins mystérieuses et déconcertantes. Et avec le temps, au fur et à mesure que nous communiquerons les uns avec les autres de manière honnête et responsable, des relations et une compréhension mutuelle se développeront et s'approfondiront. L'auditeur en tant qu'individu. L'homme est un animal communicant. Une grande partie de ce qu'il accomplit dans sa compréhension des autres dépend de la mesure dans laquelle il est capable de verbaliser ses pensées, ses désirs et ses sentiments. Par ailleurs, une véritable communication ou une relation entre les personnes devient difficile s'il y a un manque de désir de communication authentique ou de souci des autres en tant qu'individu. La simple acceptation des autres n'est que le début de la communication. La communication devient plus efficace lorsque nous voyons et écoutons les autres tels qu'ils apparaissent de façon réaliste. Il est essentiel de considérer les autres comme des personnalités uniques, avec leurs croyances, leurs idées et leurs désirs propres, des individus dont les capacités de penser et d'expérimenter changent constamment, grandissent, se développent en quelque chose de nouveau et de stimulant. La véritable compréhension dépend avant tout de cet empressement à affirmer l'intégrité des autres. Dans une vraie conversation, nous ne savons pas qui parle, qui écoute. Nous sommes perdus dans l'atmosphère communicative globale. Au fur et à mesure que nous nous détendons, que nous nous rapprochons le plus de nos sentiments et que nous arrivons à des relations verbales libres, la productivité atteint son plus haut sommet. Notre écoute devient hautement sélective et nous devenons plus conscients et à l'écoute de l'essence des faits ou de la situation ponctuelle. Nous atteignons des niveaux d'accord mutuel par lesquels nous nous influençons favorablement, ce qui nous rendra à la fois plus circonspects et plus sensés. Pour que l'écoute soit efficace en tant qu'art, nous devons participer activement tout au long de son processus. Cela signifie non seulement travailler uniquement avec nos oreilles, mais également répondre de manière globale avec notre pleine capacité auditive et nos perceptions intérieures. Cela implique d'être pleinement attentif et éveillé, constamment en alerte pour éliminer les préjugés intérieurs, les accusations ou les idées préconçues. Cela signifie être ouvert et réceptif aux autres. Cette écoute exige de nous une vitalité accrue, une vivacité et une volonté ferme d'être en union avec les autres. C'est ainsi que nous atteindrons un niveau de communication mutuelle soutenu et authentique. L'écoute de l'oreille externe. Pendant des siècles, l'oreille a été une zone d'importance sexuelle vitale. Depuis les temps préhistoriques, les boucles d'oreilles sont considérées comme une parure individuelle. Parmi les formes de boucles d'oreilles utilisées, il y a la boule, le croissant, la chaîne, la plaque, les symboles sacrés et les représentations d'animaux. La taille et la longueur changent avec la mode. Les Égyptiens préféraient une boucle d'oreille en or, et plus tard, le pendentif incrusté. En Babylonie et en Assyrie, la boucle d'oreille est devenue une œuvre d'orfèvrerie exquise et somptueusement mise en valeur en Perse, en Inde et en Extrême-Orient. En Orient, les hommes les portaient pour désigner leur rang. Même aujourd'hui, certaines tribus primitives déforment leurs lobes d'oreille avec des bouchons de large diamètre ou avec des pierres lourdes. L'homme est avant tout un animal volubile. À mesure qu'il s'est complexifié et différencié, son besoin d'un système de communication spécialisé est devenu essentiel. Chez les animaux inférieurs, les insectes et les oiseaux,
La communication se fait principalement sur une base sensorielle ou extrasensorielle. Les chauves-souris, par exemple, utilisent des sons supersoniques et des effets d'écho. Les abeilles répandent une odeur raffinée et esquissent des gestes de danse pour indiquer une direction. À une certaine époque, l'homme, comme le chien, était un animal essentiellement olfactif. Cependant, au fil des siècles, l'homme, comme le singe, est progressivement devenu un animal visuel. L'homme, avant tout, regarde au lieu de renifler. L'ouïe du chien s'est considérablement améliorée avec le temps. Et avec ses oreilles bien à l'écoute, il peut percevoir des sons beaucoup trop subtils pour l'oreille humaine, alors que l'homme n'a pas appris à utiliser son ouïe au maximum de sa capacité. Par conséquent, l'oreille humaine n'est pas encore entraînée à saisir les nuances les plus fines du son. À tel point que ce n'est qu'au cours des dernières années que l'écoute a commencé à prendre plus d'importance parmi nous. L'écoute est un art très négligé. Nous sommes tous contraints d'une manière ou d'une autre aujourd'hui de maintenir une activité verbalisée, comme le reflète le flux constant de bavardage et de potins de la vie collective. L'oreille humaine. L'oreille est un organe des plus merveilleux et des plus complexes du corps humain. L'oreille moyenne est une chambre étroite remplie d'air et qui communique avec la bouche au moyen d'un conduit appelé trompe d'Eustache. Ce tube est construit de manière telle qu'il fonctionne comme une valve unidirectionnelle. Ses parois sont généralement pressées à plat, mais lorsque la pression dans l'oreille moyenne varie trop fortement de l'extérieur, elles sont forcées de s'ouvrir et un peu d'air passe dans un sens ou dans l'autre. Presque tout le monde a connu la légère amplitude des oreilles qui se produit avec un changement d'altitude dans un ascenseur rapide ou lors d'un voyage en voiture au-dessus des montagnes. Ces sensations sont généralement sans importance et ne signifient que des changements dans la pression de l'air dans l'oreille moyenne. L'oreille interne est un labyrinthe complexe de passages incrustés dans l'os et rempli d'un liquide lymphatique. La seule partie de l'oreille interne concernée par l'audition est un tube étroit et fuselé d'environ 2,5 cm de long, enroulé en une spirale qui diminue graduellement comme la coquille d'un escargot. Appelée à juste titre la cochlée, elle est divisée en 3 compartiments par une cloison qui s'étend sur toute sa longueur. Sur cette cloison se trouvent les terminaisons sensibles des nerfs auriculaires. Ces cellules sensorielles sont constituées de saillies rigides, semblables à des cheveux, qui sont entourées par les terminaisons des fibres nerveuses. Elles sont placées anatomiquement sur une membrane élastique et surplombées par un rebord rigide. Lorsque le fluide entourant l'appareil vibre, la membrane élastique rebondit de haut en bas et les cellules sensorielles entrent en collision avec le rebord rigide. C'est cet impact sur le rebord qui stimule les cellules et les fait relayer des impulsions le long des fibres nerveuses jusqu'au cerveau. Le problème de déficience auditive. À notre époque, où être entendu et compris est si crucial, le nombre de ceux qui ont des problèmes auditifs est presque incroyable. En testant la capacité auditive des collégiens sur plusieurs années, les audiologistes ont constaté qu'environ 4 ou 5% d'entre eux ont une perte auditive suffisante pour justifier un examen par un spécialiste de l'oreille. Statistiquement, environ 1 personne sur 100 a une perte auditive importante. De plus, au fil des années, l'audition est généralement réduite. Écoutez avec l'oreille interne. La plupart d'entre nous n'aiment pas s'entendre parler. Peut-être parce que, sans vouloir vraiment l'admettre, nous parlons en fait de nous-mêmes. Pourtant, cette envie de parler entraîne tant de paroles creuses et de bavardages dénués de sens qu'il serait plus éclairant s'il nous était possible de rester à l'écart et de nous écouter nous-mêmes. Communiquer avec nous-mêmes n'implique pas nécessairement de rester seul. Un bon auditeur servira de miroir sur lequel projeter l'image de notre moi-réalité. C'est ce qui se passe dans la relation thérapeutique avec un psychiatre. Il écoute non seulement nos mots, mais les significations cachées derrière notre langage. Il devient une oreille sympathique et compréhensive auprès de laquelle nous donnons libre cours à nos difficultés. Il nous donne l'occasion de nous entendre parler.
Dans cette transmission, il nous offre la possibilité de parler librement, d'écouter nos pensées les plus profondes et nos impulsions secrètes, et de parvenir ainsi à une forme productive de communication personnelle. La parole est un stimulant, à la fois pour l'auditeur et pour le locuteur. Pour l'auditeur, les mots qu'il entend peuvent susciter des sentiments, des émotions, des idées, de l'action. Ainsi, l'auditeur devient lui aussi stimulé, solitaire, triste, heureux, joyeux, craintif ou déprimé au même degré que le locuteur, et la façon dont nous l'exprimons en tant qu'auditeur nous effraie, nous attriste ou nous stimule. Le contenu est notre façon de parler, la qualité de notre voix, l'accent, l'intensité et le ton de notre discours peuvent susciter des sentiments d'intensité variables. Ainsi, la façon dont nous parlons et écoutons a une profonde influence, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Le mécanisme de rétroaction. Nous parlons généralement du locuteur et de l'auditeur comme s'il s'agissait de deux personnes différentes. Dans un sens dynamique, il serait beaucoup plus efficace de les évaluer dans le cadre d'un processus de communication unique, comme s'ils étaient une seule et même personne. Le premier critère d'une communication réussie est la présence de ces circuits qui fournissent un moyen de relayer à l'expéditeur d'origine les effets qu'un énoncé a eus sur les autres. Des communications efficaces se produisent lorsque deux ou plusieurs participants atteignent des niveaux d'accord mutuels et lorsqu'ils sont prêts à travailler sans cesse à l'amélioration des moyens de rétroaction et suffisamment curieux. Il existe deux types généraux de rétroaction. La rétroaction interne, qui provient de sources internes au locuteur lui-même, et la rétroaction externe, qui provient de sources extérieures au locuteur. La rétroaction interne est à l'œuvre lorsque le locuteur réfléchit à quelque chose qu'il vient de dire, tandis que la rétroaction externe fonctionne lorsque le locuteur devient alerte et sensible aux réactions de ses auditeurs à ce qu'il a dit. Ces deux circuits s'influencent nécessairement à des intervalles identiques ou différents de ce qui se passe. Ils sont étroitement liés et dépendent profondément les uns des autres. L'écoute avec des bruits parasites. En plus des perturbations dans le mécanisme de rétroaction, nous écoutons mal ou avec des bruits parasites lorsque nous ne sommes pas correctement accordés à nous-mêmes. À ce moment-là, nos postes d'écoute se distancient et les messages de l'extérieur et ceux de nos voix intérieures deviennent inaudibles et confus. L'auditeur intellectuel ou logique. Parmi ceux considérés comme de mauvais auditeurs, le type logique ou intellectuel écoute principalement avec sa tête et refoule ses véritables sentiments dans une situation donnée. Il n'écoute que ce qu'il veut entendre, en évitant des zones plus vastes de la réalité. Sa vanité et son égocentrisme le poussent à ne penser qu'à lui-même. Il ne reconnaît pas l'intention de l'autre personne et ne se soucie pas non plus de savoir si cette personne a reçu son message de la manière prévue. S'intéressant principalement à l'évaluation rationnelle, il a tendance à négliger les aspects émotionnels et non-verbaux de l'existence. Il écoute en termes de catégories, s'assurant que ce qu'il écoute ne perturbe pas sa paix intérieure ni son ordre systématique. Dans tout échange communicatif, il intervient rarement avec son interlocuteur. Il écoute pendant que ce dernier parle, toujours en attendant le moment où lui-même pourra parler et l'autre écouter. L'écoute émotionnelle ou trop anxieuse. L'auditeur émotionnel est celui qui, contrairement à l'auditeur logique, écoute presque entièrement avec ses sentiments et trop peu avec sa tête. Son profil trop anxieux accélère son niveau de tension et de stimulation au point de dépasser la capacité de réception, d'évaluation ou de transmission de la personne censée recevoir le message. Ces actions chaotiques et compulsives le laissent progressivement sans défense contre le bombardement de ces stimuli qui perturbent son réseau de communication et un cercle vicieux s'instaure. Sa peur d'écouter des messages inquiétants ou alarmants entrave sa capacité d'écoute au point de brouiller l'ensemble du réseau de communication. Il ne peut pas écouter efficacement, ses relations avec les autres sont perturbées et dans sa lutte pour remédier à la situation,
il devient plus anxieux et incohérent. Écoutez au diapason. Lorsque nous écoutons avec une oreille attentive, nous nous concentrons à garder nos voies d'écoute ouvertes et prêtes à recevoir les signaux qui proviennent de nous-mêmes et des autres. Pour le faire efficacement, il est essentiel d'aiguiser nos oreilles intérieures et extérieures dans un effort pour éliminer les distractions et les perturbations qui interfèrent généralement avec une écoute harmonieuse. Beaucoup d'entre nous, en écoutant, déforment le vrai sens des choses parce que nous craignons l'intimité avec les autres et nos évaluations portent sur les aspects extérieurs et les préjugés. Peu de gens s'écoutent vraiment les uns les autres, surtout parce qu'ils sont égocentriques ou extrêmement distraits par ce qu'ils voient. Nous devons plutôt apprendre à considérer le monde autour de nous à travers nos sentiments et notre capacité inhérente à écouter. Ce faisant, nous comprendrons davantage les significations implicites derrière les mots, les noms, les étiquettes. Écoutez un discours persuasif. L'art de la persuasion est une autre arme puissante pour influencer et motiver l'auditeur moyen. Parmi les arts les plus anciens, il en est un que nous essayons inconsciemment de cultiver en nous-mêmes. Nous apprenons que les mots sont capables de nous assurer la maîtrise et le contrôle dans la plupart des situations de la vie. Nous découvrons aussi qu'à travers des interprétations mal évaluées, l'homme a donné des propriétés magiques à des mots qui en réalité n'existent pas. Notre langage est ainsi devenu une interprétation personnelle de nos sentiments intérieurs, plutôt qu'une véritable représentation des réalités objectives. En écoutant de la propagande, nous sommes conditionnés à absorber les croyances que d'autres souhaitent nous faire entendre et à accepter des demi-vérités ou des faits déformés teintés de manière à apparaître comme familiers et normaux. Ainsi, nos oreilles ne captent que les messages que le locuteur choisit de nous faire entendre sans faire appel à nos propres capacités critiques. Et comme nous ne sommes pas incités à remettre en question ou à comprendre ce qui est présenté, nous n'entendons pas ou nous croyons avoir entendu quelque chose de très différent de ce qui a été dit. Le besoin d'être entendu. Tout aussi urgent que soit notre désir d'être persuadé et influencé par les autres, nous avons également un étrange besoin d'être entendu. Chacun, d'une manière ou d'une autre, veut être entendu. Il y a des locuteurs qui, dans leur urgence d'être écoutés à tout prix, deviennent des raseurs continuels. Un raseur est quelqu'un qui parle quand vous voulez qu'il écoute. Dans notre écoute, ce ne sont pas les mots eux-mêmes qui conduisent à un possible malentendu, mais plutôt notre idée préconçue et notre attitude envers le locuteur et ses paroles et la situation communicative. Pour une communication efficace entre deux personnes, il doit y avoir des circuits de rétroaction et des relais adéquats de l'auditeur au locuteur. Le locuteur, pour sa part, doit être réellement réceptif à cette rétroaction et l'auditeur tout aussi réceptif aux révisions ultérieures de l'orateur, le cas échéant. L'écoute non verbale. Ce qui nous atteint par les mots n'est qu'un côté de l'image. Il existe aussi une communication non verbale, exprimée dans l'interaction de gestes cachés, de sentiments, de réactions corporelles, de regards et autres, laquelle se produit constamment chez les êtres humains actifs. Une connaissance des faits verbaux et non verbaux est essentielle pour arriver à une compréhension plus complète du comportement humain. Il faut prendre en compte l'interaction silencieuse et cachée des sentiments, des pensées et des actions de nature anticipée ou globale qui se produit entre deux ou plusieurs personnes dans les canaux de communication souterrains du langage. D'autres aspects nous sont encore relayés par le processus de l'intuition et par des perceptions ressenties inconsciemment. Chaque minute de la journée, nous communiquons avec les autres et avec l'extérieur par des gestes éloquents, soit les particularités de la marche et de l'habillement, le sens du toucher dans une poignée de main, les manières, les coups d'œil ou les regards, l'état et la texture de la peau, la couleur des yeux, des lèvres, la musculation, et une multitude de caractéristiques semblables. La difficulté que nous avons à démontrer ces niveaux non-verbaux dans des représentations directes et absolues n'est pas nécessairement due à l'insuffisance des mots.
Dans nos tentatives ultérieures d'écouter et de verbaliser nos sentiments, nos actions, nos croyances et nos émotions telles que nous pensons qu'elles devraient l'être plutôt que dans leur réalité, nous sommes nécessairement obligés de créer et d'utiliser un vocabulaire d'identification magique et imaginative qui abonde d'aspects obscurs envers les mots et les symboles. Écoutez avec respect. L'écoute respectueuse et empressée d'accueillir la participation des autres est un facteur de motivation des plus essentiels pour les êtres humains. L'écoute exige également le courage nécessaire pour écouter intégralement les idées d'une autre personne, alors qu'en même temps nous nous exposons au risque que certaines de nos propres idées soient remises en question. En écoutant avec des oreilles grandes ouvertes, nous mettons temporairement de côté nos propres besoins égoïstes, et notre attention et notre énergie tendent à sympathiser et à comprendre le point de vue de l'autre. Écouter signifie donc non seulement éprouver de l'empathie pour les autres, mais implique aussi une tentative sincère de communier ou d'expérimenter avec eux. La magie de l'écoute. Les premiers philosophes considéraient que les mots étaient investis de pouvoir en eux-mêmes. Classifier, croyaient-ils, c'était nommer, et le nom d'une chose, c'était son âme, son essence. Il n'existe aucun peuple, si primitif soit-il, qui n'est affecté par la magie de l'écoute. On dit que l'une des origines des mots était l'imitation du son, une tentative magique de maîtriser l'objet de création sonore. À une époque ancienne, la répétition et les rimes ont longtemps été considérées comme des stratégies efficaces contre la menace d'autres sons et d'autres mots. Les sons et le vacarme du bavardage ont d'abord été utilisés pour éloigner les mauvais esprits. Beaucoup d'entre nous fredonnent et sifflent quand nous avons peur et sommes seuls dans le noir. L'utilisation de la magie par l'enfant. Dès le début de son développement, l'enfant commence à reconnaître l'importance de l'attention et de l'écoute que ses parents lui prêtent. À mesure qu'il grandit et se développe, il compte encore davantage sur la magie des mots. Les enfants croient que par magie, ils peuvent changer le monde extérieur avec des mots, de la même manière que les psychotiques le font avec des mots de leur invention. L'enfant croit qu'en verbalisant le nom, il peut agir sur l'objet, de même qu'en changeant le nom, il peut changer l'objet. Le concept du nom en tant qu'abstraction vient beaucoup plus tard. À mesure qu'il grandit, écouter ou prononcer les bons ou les mauvais mots revêt une importance considérable. Il apprend que les mots sont puissants et destructeurs et doivent être utilisés avec prudence et discrétion. La logique de la superstition. Les croyances et les pratiques magiques ne sont pas venues de nulle part. Elles sont nées en raison du besoin intérieur de l'humain de se sentir protégé ou en sécurité contre les menaces imaginaires envers lui-même. Le langage de la superstition implique très peu de logique ou de raison. Pourtant, nous l'utilisons depuis des siècles. Les tabous sociaux sur les mots. Le mot juste ou approprié ou l'expression apaisante attire et charme les auditeurs. Par opposition, les mots vulgaires, grossiers ou expressifs sont à éviter à tout prix. Outre les mots ayant une signification sexuelle, il existe des mots à forte connotation affective dans de nombreux domaines, raciaux, nationaux, religieux et politiques. Chez ceux qui nourrissent de forts préjugés et qui craignent de se l'admettre, la substitution de mots improvisés leur donne un mur protecteur derrière lesquels ils peuvent cacher leurs sentiments réels. Écoutez l'essence de la parole. Le bon auditeur est constamment conscient de lui-même et de la façon dont il peut s'investir davantage dans l'échange. Il travaille avec ses oreilles, ses yeux et tout son être. Il faut beaucoup d'énergie pour écouter de façon productive et en même temps rester activement impliqué, tout en étant très curieux. Cela suppose de piocher et de puiser dans nos sens en tant que récepteurs et de nous retransmettre des informations qui peuvent être assimilées et mises à disposition pour une utilisation future. Pour bien écouter, il faut avoir la capacité et le désir d'examiner de manière critique
d'évaluer et de redéfinir les valeurs, les attitudes et les relations à soi-même et aux autres. Ce faisant, il faut apprendre à écouter avec des oreilles accueillantes et être patient avec soi-même. Avant que la communication puisse être significative, le locuteur, l'auditeur et la chose ou la situation discutée doivent avoir une quelconque relation mutuelle. Le locuteur et l'auditeur doivent définir leurs termes et savoir ce qu'ils tentent de comprendre. Sinon, l'objectif essentiel de leur rencontre est voué à l'échec. Une écoute efficace devrait être encouragée au cours des premières années de développement de l'enfant en favorisant les situations qui présentent plusieurs choix. Même à l'âge adulte, une diminution de la possibilité de choix oblige à tenir compte de limites fixes qui perturberont une bonne évaluation de l'ensemble de la situation. Un autre facteur des plus importants dans l'écoute sélective est la capacité de choisir et de saisir cette quantité d'informations qui peuvent à la fois stimuler et produire un mouvement efficace dans l'expérience communicative globale. Dans une écoute attentive, l'esprit assiste à un stimulus, le recherche, l'examine, l'évalue et sélectionne ce qui peut s'avérer à la fois stimulant et déclencheur. L'attention à l'écoute va de pair avec la vivacité de l'intérêt. Les deux éléments sont indissociables. Cependant, même dans les circonstances les plus favorables, l'attention peut parfois vagabonder. En tant qu'êtres humains, la durée de notre attention absolue se limite à quelques secondes. Nous aimons la variété et sommes facilement distraits, ballottés, agités ou indifférents. Lorsque nous écoutons distraitement ou sans un réel intérêt, les informations disponibles semblent monotones et ennuyeuses. Il en résulte une écoute désorganisée. Le courant de conscience. Le cerveau humain est l'une des merveilles de la nature vivante. Il pèse à peine 1,5 kg et occupe un volume d'environ 1500 cm3. Pourtant, malgré sa taille et son poids, il contient environ 10 milliards de cellules regroupées en zones de type géographique, chacune subdivisée en zones plus petites dans lesquelles se cachent les plus grands mystères et miracles de la vie. Tout cela englobe l'une des plus fantastiques créations, l'esprit humain. Améliorer sa capacité d'écoute. Aujourd'hui, on accorde peu d'importance à l'art ou à la compétence de l'écoute. Pendant trop longtemps, notre formation à l'écoute a pris la forme d'avertissements tels que « fais attention » ou « ouvre tes oreilles » ou « écoute ça ». La capacité d'écoute n'est pas nécessairement associée à l'acuité auditive. Une personne dont les oreilles fonctionnent correctement n'est pas pour cette raison mieux équipée pour être un bon auditeur. Les statistiques ont montré que seulement 6% ou moins des écoliers du pays sont malentendants. Mais la difficulté à comprendre ce qui est entendu est la plus répandue. Nous voyons ainsi qu'une écoute efficace nécessite bien plus que des oreilles saines ou la capacité de bien lire, et qu'il s'agit d'un art qui nécessite une formation et une pratique sérieuse pendant des années. Une écoute efficace n'est pas un acte simple et passif. Cela demande beaucoup de concentration et d'effort mental. Par exemple, l'exposition auditive à la radio ou à la télévision n'est pas suffisante. La sélectivité des programmes et la participation active sont essentielles pour une écoute attentive et un véritable plaisir d'écoute. La valeur thérapeutique de l'écoute. Une écoute efficace peut avoir une profonde valeur curative. Bien que l'écoute en elle-même ne soit pas une panacée, elle peut servir d'agent réconfortant pour nous aider à nous détendre, à mieux nous concentrer, à devenir plus conscients et à nous rapprocher de nous-mêmes. Écouter avec détermination requiert une force intérieure et le courage d'ouvrir notre esprit aux idées des autres et, en même temps, assumer le fait que certaines de nos propres croyances peuvent être erronées. D'autre part, le manque de courage se traduit par une ténacité et une résistance obstinée au changement et une réticence à reconnaître la défaite. Le bon auditeur doit croire en lui-même avant de compter sur la confiance des autres. Il doit également assumer la responsabilité de ses actes et admettre ses propres défauts. Ce faisant, il écoutera avec force et conviction intérieure. La maladie du manque d'écoute.
Chaque personne est équipée dès la naissance de l'appareil qui lui permet d'écouter efficacement et de communiquer avec les autres. Mis à part les perturbations organiques connues de l'ouïe, nos modèles d'écoute peuvent être modifiés par la mise en place de nos barrières individuelles qui entravent une bonne écoute. Nous nous renfermons dans nos propres besoins, nous rétrécissons notre champ d'observation et devenons trop absorbés dans nos pensées ou distraits pour prêter attention aux messages des autres. La plupart d'entre nous ne sait pas et ne souhaite pas apprendre à écouter. Nous assistons à des conférences pour entendre ce dont on parle, mais nous ne sommes pas nécessairement de bons auditeurs. Si le sujet devient un peu complexe ou nécessite une réflexion supplémentaire de notre part à mesure que nous écoutons, notre audition devient soudainement floue et déroutante, et le processus d'écoute est perturbé à mesure que les distractions se multiplient. Il n'est pas rare d'entendre des parents se plaindre que leurs enfants les écoutent mais ne les entendent pas. Tant que les parents n'assumeront pas davantage la responsabilité de la croissance de leurs enfants, qu'ils n'auront pas éclairci la vérité en eux-mêmes et qu'ils n'auront pas écouté plus efficacement, le problème des affres de l'adolescence continuera d'exister. Comme quelqu'un l'a déjà dit, de meilleurs enfants ne peuvent provenir que de meilleurs parents. Les origines d'une écoute défectueuse. Fondamentalement, le terreau d'une croissance saine et d'une écoute productive doit inclure des sentiments d'affection, d'amour et de respect authentique. Un enfant a besoin de sentir dans son environnement qu'il est désiré, aimé, important, et que cet environnement lui procure un sentiment d'appartenance. Si ces sentiments sont absents, se produit alors un remous émotionnel difficile à comprendre ou à accepter pour l'enfant, qui devient impuissant, instable et mal à l'aise. Les difficultés d'écoute peuvent commencer à ce stade. L'art d'écouter commence au foyer. La communication entre le parent et l'enfant doit, dès la naissance, constituer une force unificatrice première dans le développement sain de la personnalité individuelle. Une façon de stimuler une saine expression de soi chez un enfant est d'être un auditeur attentif et sympathique. Pour les parents, écouter dans les premières années de la croissance d'un enfant ne se résume pas au fait d'être calme et attentif. L'exemple d'une attitude d'acceptation sympathique et sans réserve est encore plus important. Le parent surprotecteur a tendance à empêcher l'enfant de grandir ou d'écouter efficacement et étouffera toute indépendance saine qui existe chez l'enfant. Les enfants ne peuvent pas être étouffés. Un foyer qui reconnaît le respect mutuel et la responsabilité de chacun des membres de son groupe le fait en mettant l'accent sur les deux aspects de la communication, à savoir parler et écouter. Le parent perfectionniste, bien que similaire dans sa structure de personnalité aux parents surprotecteurs, adopte des attitudes quelque peu différentes envers ses enfants. Il a tendance à attendre l'excellence constante, voire la perfection chez ses enfants. La volonté parentale est ici tournée vers la perfection abstraite, le prestige et la réussite personnelle. Dans ce milieu parental particulier, les capacités d'écoute d'un enfant peuvent également être fortement affectées. Il n'est jamais autorisé à montrer des signes de faiblesse. Il doit défendre ses droits, mener ses propres batailles, ne jamais se plaindre et apprendre à devenir dur et insensible. Il devrait toujours exceller dans ce qu'il entreprend et toujours être au sommet. Les parents que je viens de décrire brièvement font généralement partie de ceux qui n'écoutent pas efficacement. Nous nous habituons à mettre en place des schémas de pensée et d'écoute qui agissent comme des écrans de résistance entre nous et nos enfants. Nous avons des préjugés, nous sommes dogmatiques, attachés à nos idées et nous pensons trop souvent que nos enfants devraient parler moins et écouter davantage. Notre rationalisation, c'est qu'en vieillissant, nous sommes aussi plus sages. Le manque d'implication personnelle entre parents et enfants est souvent à l'origine de sentiments d'impuissance et de rejet, et dans la mesure où il embrouille l'écoute globale, il provoque finalement une interférence dans la relation parent-enfant. La période de scolarisation que vit chaque enfant, en particulier dans notre culture, peut être d'une importance capitale pour le développement de la capacité d'écoute. Dans notre approche éducative actuelle, nous nous appliquons à mettre l'accent sur les aides visuelles, tout en négligeant l'utilisation des oreilles. Un autre point à considérer dans l'écoute est le fait que nous ne pouvons pas être conscients du tout tel qu'il est réellement ou semble l'être. Nous ne pouvons voir et écouter que la pleine mesure de nos capacités individuelles,
en nous souvenant toujours qu'un certain degré de conscience totale sera effacé ou manqué dans l'image finale. À partir de maintenant, le processus d'écoute et de perception ne devient productif que si nous prenons les informations entendues et les examinons pour ce qu'elles sont, sans distorsion, mauvaise interprétation ou attitude contradictoire. La confusion en ce qui concerne le processus d'écoute survient principalement lorsque nous plaçons des inhibitions et des blocages dans notre cheminement vers une véritable compréhension. La vérité significative n'est pas quelque chose que nous pouvons rassembler de l'extérieur. Elle vient principalement d'un état intérieur de perception directe, de prise de conscience réelle, de compréhension, et de la capacité de ressentir et d'accepter facilement les choses telles qu'elles sont. Savoir exactement ce qui est, le vrai, le réel, sans l'interpréter, sans le condamner ou le justifier, c'est sûrement le début de la sagesse. Voici quelques-uns des barrages qui interfèrent avec une écoute efficace ou productive. Premièrement, perturbation de la productivité. L'utilisation d'appellations ou d'expressions maladroites, circonstancielles ou purement intellectuelles dans la diversité, tend à entraver la libre circulation de la conversation. Les gens qui parlent en termes absolus et rigides de style noir ou blanc ont tendance à provoquer des réactions appropriées à leur discours et des expressions confuses ou vides de sens de la part de leurs auditeurs. Deuxièmement, réponse au sujet de frustration. Les gens ont besoin de communiquer pour se rapprocher de ceux qui les entourent. Lorsque cette communication est déréglée, la participation du groupe devient inadéquate et la conversation est perturbée. Les relations interpersonnelles se brisent. Frustrés, nous devenons tendus, agités, irritables, hostiles et irrités. La communication dans son ensemble s'est rompue. Nous commençons à nous sentir exclus du groupe et nos capacités d'écoute diminuent. L'écoute d'une oreille respectueuse. Dans une large mesure, nous vivons aujourd'hui dans une ère de conformité. Nous préférons être des auditeurs habituels qui écoutent automatiquement des sons et des bruits avec lesquels nous avons peu d'intérêt actif ou de perception réelle. Les auditeurs de ce genre prennent un plaisir particulier à sentir que les gens peuvent donner libre cours à leur cœur. Au cours de leur écoute, ils deviennent extrêmement contrits, effacés et humbles. Ils se préoccupent tellement de la façon dont ils écoutent et réagissent au locuteur qu'ils passent à côté de ce qui est réellement dit. Dans leur empressement à susciter une réponse favorable de la part de leurs interlocuteurs, ils sont trop souvent beaucoup plus tatillons quant à la perception des autres à leur égard qu'en ce qui concerne la clarté, la validité ou le contenu de fond du message. Bien que les auditeurs de ce type donnent l'impression d'écouter avec un intérêt et une intense curiosité, ils deviennent facilement distraits lorsque la discussion devient trop investie ou exige l'utilisation d'efforts d'écoute supplémentaires. Pour l'auditeur dépendant, la nécessité d'entendre et de digérer tout ce qui se dit peut facilement conduire à une surcharge et à un brouillage du réseau de communication. Dans leur tentative pour réaliser l'impossible en matière de capacité d'écoute, ces auditeurs créent plus de messages que ce qui peut être effectivement entendu et deviennent ainsi trop difficiles à gérer ou à comprendre de manière satisfaisante. Les limites de tolérance à l'écoute deviennent excessives, la plupart des stimuli deviennent trop intenses et les systèmes tampons ne fonctionnent pas correctement. Le résultat est un système de communication désorganisé. Par exemple, les enfants exposés à un flot continu d'exigences et d'attentes de leurs parents ont tendance à développer des troubles similaires de l'écoute. Les parents de ce type ne sont pas conscients de la capacité limitée de l'enfant à absorber une telle stimulation. L'auditeur effacé n'est pas du genre à vouloir trouver ou à chercher des différences, des controverses ou des arguments. Son besoin de coexistence pacifique et d'accord harmonieux est un aspect compulsif de son caractère. S'il a un argument ou une idée à faire valoir sur une question qui lui tient à cœur, il peut en nier l'expression ouvertement. Il peut même se faire croire qu'il a d'abord mal entendu et donc penser que son opinion aurait peu d'effet. Ou il peut rationaliser son action pour garder le silence parce qu'il a décidé que ce qu'il allait dire n'était vraiment pas important. Ce qu'il évite vraiment dans son écoute entravée et dans sa peur de parler, c'est la possibilité de provoquer des frictions ou de provoquer l'hostilité chez les autres. En fin de compte,
Ce à quoi il voudrait parvenir, c'est de projeter une image de lui-même comme étant à la fois un auditeur charmant et modeste et un locuteur séduisant. Dans l'échange communicatif, son besoin d'être aimé et d'être considéré comme agréable le pousse à ignorer la plupart des messages et à écouter plutôt des sons qui lui semblent doux et mélodieux. De peur de risquer ses propres opinions ou convictions, il cède facilement aux idées des autres. Si le besoin s'en fait sentir, il lui sera presque impossible de se défendre lorsqu'il a été critiqué injustement. Il y a beaucoup d'hostilité chez un tel auditeur, mais il est rarement capable de le montrer. Il essayera toujours de paraître poli, de regarder les interlocuteurs avec des yeux rêveurs et de donner l'impression d'être tout à fait attentif et alerte, alors qu'en réalité, il est distant, anxieux et confus, son ouïe est brouillée et teintée par les bruits parasites. Dans un tel dilemme, il est enclin à se sentir en conflit dans ses pensées, ses sentiments et ses actions. Son ouïe et son élocution sont toutes deux teintées d'inhibition et d'hésitation révélatrices de tous les conflits et de ses tentatives de rétablir l'ordre dans sa personnalité désorganisée. L'écoute est plus efficace lorsque l'on est au plus proche de son véritable moi. L'auditeur efficace est celui qui se sent égal dans tout échange de communication. Il doit se savoir capable d'exprimer ouvertement ses opinions et de faire face à une critique, une colère ou une hostilité justifiable. Les auditeurs qui souhaitent vivre dans un état d'euphorie perpétuelle risquent d'échouer de façon réaliste et de souffrir des effets de cet échec. L'écoute d'une oreille rebelle. Dans cette catégorie, nous avons les bavards hantés par l'obsession de parler sans cesse, ceux qui écoutent rarement quand on leur parle. Leur besoin compulsif d'être le centre d'attraction et d'être les seuls locuteurs d'un groupe les rend agités et désintéressés lorsque les autres parlent. Nous les rencontrons souvent dans des cocktails ou dans des réunions mondaines où ces gens écoutent rarement ce qui leur est dit, laissent constamment leur attention vagabonder et ils relatent avec des gloussements une variété de propos dénués de sens qu'on appelle du blablabla. L'individu rebelle écoute d'une manière défensive et ennuyeuse. Il se veut maître de la conversation et avoir le dernier mot. Il refusera obstinément d'écouter tout ce qui pourrait remettre en question sa position de toute puissance. Lorsqu'il est pris au dépourvu par la vérité, il devient têtu, hostile et très réticent à faire face aux enjeux de façon franche et honnête. Il utilisera toutes sortes de manœuvres pour distraire et déjouer son public, avec des vacuités, des fausses déclarations unilatérales. Puis lorsqu'il sentira le moment venu, il fera éclater sa bombe, tentant ainsi de surprendre son auditeur par surprise. De plus, il prend plaisir à rabaisser son adversaire et à le mépriser ouvertement. Ce même individu s'enorgueillit de croire qu'il a l'oreille fine. Tout en continuant à écouter, il déforme de nombreux faits pour les adapter à son propre cadre de référence. Dans les moments où il s'ennuie, ou ne se sent plus être le centre d'attraction, il essaiera de distraire son locuteur avec un éventail de questions confuses et ambiguës. Une fois son interlocuteur suffisamment déstabilisé, il s'efforcera de reprendre de l'importance dans la discussion en tournant tout son arsenal d'armes intellectuelles, citations mémorisées, faits dissimulés ou informations de tout genre, généralement oubliées par un œil et une oreille moins avertis. Il croit être autorisé à dire aux autres exactement ce qu'il pense et s'indigne si d'autres cherchent à le conseiller ou à le mettre en garde. Il ne peut être éclairé et stimulé dans la vie que s'il réussit à transformer la discussion en son mode de pensée et émerger comme un locuteur brillant et séduisant. Une personne qui manque d'équilibre intérieur réel ou de sens d'existence se sent nécessairement tendue, fatiguée, défensive, hostile et sous pression. Elle aura peur des échanges réciproques d'idées, gardera ses oreilles fermées à tout ce qui est de nature menaçante ou dérangeante pour son image omnipotente, et écoutera seulement avec cette partie d'elle-même qui correspond et convient à ses propres motifs égoïstes. Absorbée comme elle l'est dans sa conception irrationnelle d'elle-même, sa perspective des autres sera floue, et donc les messages transmis qui pourraient lui être utiles, elle les verra et les recevra sous l'angle de sa propre distorsion névrotique. La personne rebelle considère la situation de communication principalement comme une arène de combat et de survie intellectuelle.
Ce n'est que lorsqu'il est arrivé à un état de santé sain, capable de s'accepter tel qu'il est, moins contraint à l'auto-idéalisation, que son public deviendra réel. Il deviendra alors moins irréaliste, plus humain, sympathique et participant responsable aux échanges communicatifs. Et une fois qu'il aura fait cela, il verra ses auditeurs comme ses égaux et en viendra à respecter leurs croyances et leurs souhaits individuels. L'écoute d'une oreille sourde. Nous nous tournons maintenant vers les auditeurs qui recourent à une pseudo-surdité pour éviter de voir la vérité en face et qui semblent souvent entendre sans oreille. Ici, c'est la peur de l'engagement et un sentiment de conflit intérieur qui les oblige à maintenir une sorte de façade extérieure, apparemment insouciante, qui leur donneront un semblant de paix intérieure. Ces auditeurs y parviennent en fermant simplement leurs oreilles à tout désagrément pour n'entendre que ce qu'ils estiment devoir entendre. 2 exemples de cette écoute impassible sont le mari soi-disant dominé qui éteint son appareil auditif pour éviter ainsi les reproches continuels de sa femme, et le patient dans le bureau du psychiatre qui ferme les oreilles aux interprétations souvent douloureuses et véridiques du thérapeute. Poussé par son besoin d'éviter les luttes et les situations conflictuelles et par sa peur de la proximité et de l'intervention humaine, l'auditeur résigné, soucieux d'obtenir la paix à tout prix, accepte son rôle de spectateur en ce qui le concerne lui-même et le monde tel qu'il est. Le prix qu'il paie pour cette restriction qu'il s'impose lui-même sans s'en rendre compte est une diminution de ses intérêts dans tous les domaines fondamentaux de sa vie. La personne résignée n'est pas en mesure de se regarder de façon réaliste, et sa peur de se voir telle qu'elle est en réalité la pousse à réprimer et à nier bon nombre de ses véritables sentiments, souhaits et croyances. Au lieu de vivre pleinement, elle instaure des tabous, des contrôles et des interdictions dans ses possibilités d'expression. Elle rationalise son choix névrotique avec la conviction que la vie est trop courte pour s'énerver ou s'inquiéter. Ainsi, elle préfère minimiser ou nier catégoriquement ses véritables souhaits ou potentialités en se limitant à une forme de confinement auto-imposé où elle est capable de maintenir en équilibre son mécanisme névrotique et éviter ainsi de se soumettre à la nécessité d'éprouver de la douleur ou de lutter pour quelque chose. Poussée par ses dictates intérieurs, elle est également toujours sur ses gardes quant aux mots qu'elle permet d'entendre, toujours prête à éliminer tout ce qui doit être censuré et rejeté. Elle n'est plus un agent libre dans son choix spontané. Elle devra éventuellement prendre conscience qu'il est impossible d'exister sans douleur, effort ou lutte. Une personne de ce genre subit une pression et une tension constante. Incapable d'être spontanée ou d'éprouver un réel sentiment de lien avec les autres, elle développe plutôt une hypersensibilité globale à l'égard d'elle-même et de son entourage. Par conséquent, elle est presque toujours sur la défensive et en réaction aux gens. Introspective, elle se met à part et au-dessus des autres, qu'elle regarde avec supériorité, incrédulité ou dédain, et elle les traite souvent comme des objets, des choses ou des chiffres, sans jamais se considérer comme partie intégrante de la situation. Bien qu'elle traduise compulsivement la plupart des sentiments en mots, elle craint et évite ceux qui pourraient la rapprocher d'elle-même ou des autres, ou qui risqueraient de révéler ses faiblesses ou ses divergences intérieures. Dans les conversations, elle préfère rester à la périphérie de la situation, faisant passivement semblant d'écouter. Elle ne souhaite qu'intellectualiser et aboutir ainsi à une solution prudente, définitive et abstraite sur un sujet donné. En raison de cette approche négative de l'échange communicatif, cette personne ne peut que produire des réactions négatives chez les autres. Son incapacité à reconnaître son désir de communiquer ne fait que renforcer son sentiment d'isolement. En affaires, sa crainte de demander des renseignements à ses associés l'amènera à être trop prudente et sur la défensive lorsqu'elle écoute, et contribuera donc à son incapacité de comprendre la situation dans son ensemble. Dans la conversation, elle se dissocie de tout contact personnel et évite tout sujet banal ou trop ordinaire. Plus une personne est résignée, plus elle se sent psychiquement paralysée, désespérée et insatisfaite d'elle-même et de son mode de vie. Ce n'est qu'à mesure qu'elle devient moins aliénée et figée qu'elle commence à découvrir son vrai moi
et qu'elle souhaite participer plus activement et de manière réaliste avec son environnement. Ce faisant, elle deviendra un être humain plus complet et fonctionnel, et donc un auditeur plus productif dans les situations de communication. L'écoute de la troisième oreille. La compréhension compatissante de ce qui se passe lorsqu'une personne parle et qu'une autre écoute est la pierre angulaire des techniques modernes dans la pratique de la psychothérapie. Les perturbations de la communication, lorsqu'elles sont correctement évaluées, sont considérées comme des distorsions de perception, écoute, ou de transmission, parole. Par conséquent, le plus important agent correctif dans les troubles de la personnalité est l'interaction communicative entre le patient et le thérapeute. On pourrait définir la psychothérapie comme un effort visant à améliorer la capacité du patient à communiquer à l'intérieur de lui-même et avec les autres. La thérapie moderne met l'accent sur le traitement de la personnalité globale de l'individu tout entier et est axée vers une réorientation de la relation de l'individu à lui-même, réseau intrapersonnel, et à l'égard de ses troubles dans ses relations aux autres, réseau interpersonnel. Elle insiste sur la compréhension des perturbations de la communication telles que présentes, et une fois le diagnostic établi, il doit être suivi de la correction des processus défectueux. La thérapie tend également à conduire l'individu hors de son développement névrotique en mettant à disposition toutes les ressources possibles pour une croissance saine. Plus une personne est aidée et orientée vers la libération des forces de croissance spontanée, plus elle a de conscience, de compréhension et de sens de sa propre existence. Par conséquent, l'idéal dans toute approche psychothérapeutique valable est la libération et l'utilisation de ces énergies et ces forces susceptibles de mener à une communication efficace et à la réalisation de soi. Il est essentiel que le thérapeute soit à tout moment sensible et à l'écoute, qu'il comprenne et reconnaisse les significations secrètes du caractère imperceptible et personnel du langage utilisé par le patient. Et pour recevoir, enregistrer et décoder correctement les impressions du patient, il doit écouter de manière productive, sans critique, préjugés ou condamnation, et il doit également assimiler ces informations. Ce n'est qu'après avoir formé une image globale des symboles verbaux et non-verbaux de son patient par rapport à ses propres impressions que le thérapeute arrivera à une évaluation honnête des problèmes à résoudre. Le rôle de l'écoute dans le processus thérapeutique. La première partie du processus thérapeutique se déroule principalement au niveau conscient ou verbal. Le patient parle, le thérapeute rassemble des données pertinentes et pose des questions fondamentales. Alors que le patient continue de communiquer par la parole ou demeure silencieux, le thérapeute écoute attentivement et suit chacun de ses gestes, ses particularités, ses manifestations corporelles ou ses mouvements en présence du patient qui communiquent tous une expression vitale de ses actions, ses sentiments, ses croyances et ses tensions. L'étape suivante nécessite une écoute plus concentrée et sélective. Elle consiste à écouter les données psychologiques, à déchiffrer les messages cachés, à en assimiler la plus grande partie, puis à tenter de s'activer lui-même étant donné qu'il communique dans un échange relatif avec le patient. Une fois les entretiens préliminaires terminés, le thérapeute peut informer son patient du processus thérapeutique à entreprendre. Il lui proposera ensuite de se détendre et de s'autoriser à dire dans ses propres mots tout ce qui lui arrive, tel qu'il le voit, le ressent et le vit. Puis, puisqu'à ce stade une écoute d'envergure plus sensible et plus élevée est nécessaire, la troisième oreille entre maintenant en action. À ce stade, le thérapeute doit s'adapter non seulement à ce qui apparaît en surface, mais aussi à toutes les émotions et pensées dissimulées à la fois chez son patient et en lui-même. Il devient un observateur silencieux qui écoute les mots et leurs impulsions lorsqu'ils proviennent du langage verbal et non verbal du patient et cherche en lui-même le moment d'orienter et de promouvoir la progression mutuelle dans cette relation nouvellement établie. Lors des premières visites, il peut être préférable que le thérapeute écoute dans un silence relatif. Au début, le patient peut naturellement être alarmé par cette attitude. Pourtant, il l'accueillera bientôt comme quelque chose qui le calme et lui donne la possibilité de parler librement et à son rythme,
sans craindre les interdictions et les interruptions conventionnelles. Il en viendra également à sentir que son thérapeute, par son écoute silencieuse et réfléchie, lui accorde le plus grand bénéfice de son attention, de son intérêt et de sa sympathie. C'est dans une telle atmosphère d'acceptation mutuelle et de compréhension que se crée la base solide de la relation de transfert. En communiquant avec son patient, le thérapeute l'aidera mieux s'il écoute attentivement et si, à son tour, il utilise le langage le mieux compris par le patient. Le jargon et les clichés psychanalytiques standards embrouillent trop souvent le processus thérapeutique et l'orientent mal. Le thérapeute le plus compétent est celui qui entend et communique par des mots et qui voit, pressent et ressent également la participation totale de son patient au conflit. Dans le processus final de croissance, le dernier mot, répétons-le, doit appartenir au patient. En aidant parfois le patient à garder le silence et à écouter sa propre voix intérieure, le thérapeute l'oriente vers la mise en mots de ses propres conflits et tensions intimes. Il élimine ainsi les obstacles qui gênaient la croissance émotionnelle en lui permettant de libérer ses verbalisations des contradictions et des confusions qui les entravaient. En temps utile, cela entraînera une libération de l'emprise du patient sur ses enchevêtrements névrotiques. Le thérapeute comme auditeur. Pour fonctionner à un certain niveau de compétence et écouter efficacement les autres, le thérapeute doit répondre à la plupart des exigences essentielles suivantes, ou à tout le moins à certaines d'entre elles. Premièrement, il devrait avoir résolu honnêtement ses problèmes personnels ou du moins en être conscient pour qu'il n'interfère pas dans ses relations constructives avec les autres. Deuxièmement, il doit avoir une croyance inhérente en la capacité de l'homme de changer et de grandir vers la réalisation de soi et une sensibilité au processus de changement, une connaissance de la peur du patient à ce sujet et la capacité de gérer efficacement les défenses qu'elle suscite. Troisièmement, il doit être, dans tous les aspects de sa personnalité, un être humain empathique à ceux qui luttent et souffrent et avoir le désir de mettre à profit toute son humanité pour exprimer la chaleur, la compréhension, la sincérité et le respect des souhaits et des droits du patient. Une fois que le patient aura découvert ce sentiment de réciprocité et de compréhension partagée avec son thérapeute, il aura remporté la moitié de la bataille. Quatrièmement, enfin, il doit dans une certaine mesure être formé et bien orienté dans la dynamique de la névrose. Il doit être expérimenté dans l'art de la bonne écoute et suffisamment flexible pour utiliser autant d'outils thérapeutiques que possible pour effectuer le changement. Message d'écoute brouillé en thérapie. Une communication réussie n'est possible que lorsque les humeurs des participants sont en harmonie les unes avec les autres, sur un même niveau de sentiment et d'affection. Pour faciliter cette interaction, le thérapeute doit se présenter comme un bon auditeur afin de devenir vraiment compréhensif et tout à fait sincère avec ses patients. Souvent, lorsqu'un individu semble anxieux ou en détresse, il ne veut vraiment pas de conseils. Ce qu'il cherche en réalité, c'est quelqu'un à qui parler librement, quelqu'un qui en même temps ne posera pas de jugement évaluatif, mais le dirigera plutôt lentement vers la découverte de ses propres ressources intérieures. En dernière analyse, ce que veut le patient, c'est se libérer de ses entraves névrotiques afin de devenir une personne responsable et débrouillarde, capable d'utiliser ses propres énergies constructives. Des perturbations dans la relation thérapeutique découlent également des difficultés intérieures du thérapeute lui-même. Une approche intellectuelle stricte, par exemple, où toute illusion de supériorité bloque la croissance personnelle du thérapeute et entrave par conséquent son travail d'efficacité avec ses patients. Dans notre société actuelle, beaucoup considèrent le thérapeute comme une sorte de magicien ou de maître capable de tout savoir et de résoudre tous les problèmes du monde. Cette fierté de l'intellect et de l'attitude de tout savoir est renforcée par les médias de masse, la télévision, les films, les articles de magazines et les romans, où le thérapeute est généralement décrit comme une machine à penser robotique, une sorte de bouton poussoir qui simplifie automatiquement, grâce à son utilisation des mots, la plupart des complexités de notre époque. En conséquence,
Il devient auréolé d'une sagesse mystérieuse et placé dans une tour d'ivoire où il peut être vu, entendu, mais pas atteint. Voici quelques types de thérapeutes que je classerais dans la catégorie des auditeurs inefficaces. Le thérapeute anxieux, trop bavard. Il s'agit habituellement du thérapeute qui, en raison de ses propres besoins internes pour réussir et obtenir des résultats dans son travail avec les autres, est trop empressé d'aller de l'avant ou de contrôler et d'influencer ses patients. Il utilise des mots pour persuader, encourager, modeler, contraindre ou plaider. Il insistera et mettra l'accent sur l'accélération du rythme de l'analyse afin d'aller de l'avant, de plonger dans les problèmes, et il favorisera ainsi un effort exagéré. Le thérapeute dit silencieux. Dans ce groupe, nous trouvons le thérapeute qui, en raison de sa propre crainte d'implication ou d'intrusion, se comporte trop prudemment et, incapable de s'attaquer directement à un problème, craint l'affrontement et l'anxiété. Sa politique de non-intervention et son besoin d'intimité totale l'obligent à rester à l'écart et à distance de son patient dans un effort pour maintenir le statu quo. Le thérapeute rassurant. Enfin, nous avons un troisième type de thérapeute qui, en raison de sa complaisance et de son besoin d'être discret, a tendance à se plier en quatre et à trop insister pour plaire à son patient et le mettre constamment à l'aise. Il aime donner l'impression de porter attention à presque tout. Par crainte de garder ses patients à une trop grande distance et en raison de sa propre crainte de ne pas être reconnu, d'être repoussé ou rejeté, il peut avoir tendance à intervenir immédiatement, à adopter des attitudes trop conviviales, de copinage, de renoncement et, dans certains cas, de surprotection. La route vers la liberté intérieure. En dernière analyse, l'objectif principal du thérapeute est de favoriser la santé mentale et la croissance de ses patients. Dans ce processus de maturation, il doit bien entendu garder à l'esprit que la croissance n'est jamais progressivement authentique, qu'elle implique des valeurs relativistes et des proportions plus ou moins importantes. Dans ce cadre, la santé mentale peut être définie comme la capacité de communiquer sainement avec soi-même, avec les autres et dans l'ensemble de sa structure sociale. Le succès du réseau de communication dépend non pas tant de sa nature que de sa capacité relative à résister à des pannes temporaires, subies dans les tensions, les frustrations, les symptômes somatiques et autres, et de l'ingéniosité de son mécanisme interne pour rétablir les lignes de communication et réparer ainsi les zones d'inadaptation et de désorganisation. Le thérapeute qui répond le mieux aux besoins de son patient est celui qui écoute au maximum de ses capacités en condensant, résumant et décodant au fur et à mesure et en faisant toujours attention de ne pas brouiller le système communicatif d'interrelation déjà établi. En même temps, il tentera d'être le plus sélectif possible dans son écoute et dans son choix de mots, afin d'en arriver aux meilleures conclusions à sa disposition, sans pour autant paraître trop artificiel. En conclusion, plus un individu se connaît, plus il sera capable d'écouter et de communiquer efficacement avec lui-même et avec les autres. Il sera aussi plus courageux et confiant pour s'accepter lui-même et accepter les autres dans leur véritable contexte. Il se sera libéré de nombre de ses préjugés, de ses peurs irrationnelles, de ses inhibitions et de ses idéaux d'enchantement rêveurs. Dans ce processus de croissance, il sera prêt à faire face aux réalités avec les ressources existantes, à écouter la vérité sur la question, à s'accepter tel qu'il est avec toutes ses lacunes et, enfin, à se reconnaître comme partie intégrante du monde dans lequel il vit. L'écho du silence. Nous avons une magnifique capacité de ne pas écouter et de garder le silence chaque fois que nous n'écoutons pas ou que nous refusons de le faire. Par exemple, dans un grand groupe, nous ne discutons souvent qu'avec une ou deux personnes et nous sommes encore en mesure de bloquer le vacarme environnant. Schilder fait référence à des expériences montrant que lorsque la troisième circonvolution temporale du cerveau était anesthésiée, les sujets se plaignaient d'entendre trop de sons spontanés. Ce travail suggère la possibilité de zones centrales de suppression qui protègent notre être submergé par le bruit.
Le silence peut également déranger dans bon nombre de nos relations quotidiennes. Notre nécessité de travailler avec les autres, les contacts constants avec les étrangers et l'accentuation de la vie de groupe ont fait de la parole une partie essentielle de notre vie. Garder le silence en présence d'autrui peut provoquer une tension et mener à la discorde, car la réticence à converser est souvent interprétée comme une attitude d'inimitié. L'opposé du silence créatif est un retrait silencieux. Moins une personne est présente à elle-même, plus elle devient distante, et moins elle ressent ses sentiments et son environnement. Parallèlement, plus sa pensée et sa parole deviennent abstraites, moins elle se reconnaîtra en tant qu'être humain actif, plus elle s'approchera d'un automate ou d'une machine à penser. Certains d'entre nous, lorsqu'ils sont en conflit, se sentent contraints et sous pression dans la conversation et ont tendance à minimiser et à réduire les contacts verbaux. Nous opposons alors une sorte de défi silencieux, une protestation muette. Ce faisant, nous tentons de nous échapper dans l'imaginaire. En fait, nous essayons d'éviter un conflit ouvert, de défendre le statu quo. Cette idéalisation silencieuse de soi n'est qu'une manifestation d'un moi névrotique grandiose. En évitant le silence, nous plaçons un barrage de mots entre nous et toute véritable réalité consciente. Nous camouflons la vraie perception des choses avec des faussetés, des idées et des illusions fabriquées. Par ailleurs, en devenant silencieux et en cherchant activement et de manière constructive en nous-mêmes la vérité sur nos limites et nos potentialités réelles, nous arriverons à une prise de conscience réaliste, dynamique et complète des faits, et nous adopterons ainsi un modèle d'existence véridique et sain. Afin de promouvoir la croissance intérieure et des liens significatifs, nous devons développer la capacité et le désir de nous examiner de manière critique, de comprendre et de remodeler nos valeurs, nos attitudes et nos croyances. Ce faisant, nous devons avoir le courage de garder le silence afin de prêter patiemment oreille à tout notre potentiel, sans préjugés, condamnation ou jugement préconçu. L'écoute de soi est difficile à cause de l'aversion croissante de l'humain à demeurer seul avec lui-même. Beaucoup d'entre nous considèrent une soirée tranquille à la maison ou 1 heure ou 2 consacrée à une réflexion calme comme quelque chose à éviter à tout prix, une perte de temps et un aveu de faiblesse. Pour certains d'entre nous, la peur d'être seul et silencieux est si intense que toute activité, quelle que soit sa valeur ou son objectif, est souhaitable. Il est difficile d'écouter son moi intérieur, parce que la voix est souvent distante, faible et indistincte. Plus nous sommes éloignés de nous-mêmes, plus nous avons tendance à nous retirer dans notre imaginaire, où la vérité devient trompeuse et se dérobe à nos oreilles. Nous avons du mal à garder le silence et à être conscients de nos pensées et croyances les plus profondes. Au lieu de cela, nous retrouvons les expressions déformées et indirectes de notre état d'être verbalisées dans des angoisses, des symptômes physiques, de vagues sentiments de culpabilité et une fatigue ou une agitation générale. Bref, des pensées et des idées contradictoires de nature forte et douloureuse qui doivent être ressenties consciemment sont réduites au silence par des rationalisations superficielles et trouvent ainsi leur expression sous forme de peur, de phobie et d'anxiété. Le silence nous permet de lever les barrières de nos tensions et de notre prudence, encourageant plutôt l'intégration et l'unification de nos énergies intérieures vers la réalisation de soi et l'harmonie intérieure. Le silence nous aide également à prendre conscience de nous-mêmes et à devenir plus attentifs et réceptifs à la vérité. Emerson a dit un jour « Heureux l'homme qui entend, malheureux l'homme qui parle ». La compréhension authentique n'est facilitée que si nous nous voyons les uns les autres de façon réaliste, chacun comme une personnalité unique, en dehors de l'évaluation subjective que l'expérience passée nous a aidés à créer. Le silence deviendra alors progressivement un élément intégrateur et unificateur dans la croissance ultime de l'homme. Quand nous cessons d'écouter. Nous arrêtons d'écouter et tout de suite nous cessons de vivre de façon réaliste. Nous avons peur d'écouter les vérités qui nous concernent, et dans notre tentative frénétique de repousser la peur et d'apaiser l'anxiété,
nous nous réfugions dans des rationalisations, des zones aveugles, dans l'abnégation et dans des procédés magiques. Il n'y a pas de voie magique ou simple vers la réalisation de soi. On n'y arrivera que par une exploration des profondeurs de notre être, en éliminant les nombreux obstacles qui entravent l'expression de soi. Pour ce faire, nous devons apprendre à ouvrir grand nos oreilles et à écouter efficacement ce qui se passe autour de nous. Tant que nous serons obligés de chercher au-delà de nous-mêmes, nous continuerons de négliger de prendre en main notre véritable moi et nous refoulerons toutes les énergies créatives dont nous disposons pour une vie productive. Si nous voulons surmonter ces handicaps, il est essentiel de nous détourner de la périphérie de notre personnalité et d'habiter plus sagement le centre de notre être. C'est la condition essentielle pour écouter avec son cœur plutôt qu'avec sa tête. Tant que nous aurons recours à des manipulations mensongères de l'esprit comme tranquillisants, notre écoute et notre perception ne seront jamais agissantes. Dans l'écoute efficace, l'action spontanée est toujours la meilleure. Pour percevoir pleinement les autres et communiquer avec eux de manière productive, il est essentiel de se servir du plein potentiel de nos énergies créatrices, de s'efforcer d'être aussi ouvert d'esprit que possible et d'éviter les critiques et les jugements trop rapides. Fondamentalement paresseux, nous cessons également d'écouter lorsque des choses que nous ne comprenons pas deviennent complexes ou nécessitent un effort de concentration supplémentaire de notre part. N'ayant ni le temps ni la patience d'écouter, ces messages qui déstabilisent nos idées fixes ou préconçues sont rejetés comme si nous étions devenus volontairement sourds. De plus, nous laissons place aux ressentiments, aux justifications aveugles et aux attitudes conflictuelles qui parasitent une écoute efficace et conduisent à la confusion, à des malentendus et à de nouvelles tensions. Il ne fait aucun doute qu'en tant qu'individus, nous n'entendons que ce que nous voulons entendre et rejetons tout ce que nous ressentons comme dérangeant ou nuisible à nos oreilles. De nombreux patients soutiendront qu'ils écoutent toute la journée. Certes, nous sommes des tables de résonance omniprésentes, mais à quelle fréquence écoutons-nous efficacement les problèmes profonds qui peuvent déranger nos enfants? Essayons de comprendre pourquoi et comment nous pouvons créer de meilleures ambiances d'écoute avec nos enfants. Tout d'abord, nous devons trouver du temps dans notre journée bien remplie pour être seuls avec eux. Pendant cette période, nous devons faire tout notre possible pour éliminer les bruits extérieurs et les distractions de la radio, de la télévision, les aboiements du chien, le son du ventilateur de cuisine et autres, afin de créer un effet apaisant, réconfortant et reposant. Enfin, il doit exister entre parents et enfants un sentiment de respect mutuel, d'intimité, de liberté d'expression et un profond sentiment d'appartenance. À partir de là, parents et enfants développeront l'un pour l'autre un sentiment de sympathie, de confiance et de compréhension. Une fois cette étape de l'écoute constructive terminée, notre pensée consciente est en mesure d'intervenir et d'assimiler l'information reçue en généralisant, en la résumant et en recherchant les éléments fondamentaux. De cette façon, le processus de réflexion réduit en fait la quantité d'informations sélectionnées pour les utiliser et les stocker dans notre cerveau. Cependant, l'excellence et l'utilisation de l'intellect seul empêchent la communication profonde. Afin d'arriver à une communication plus efficace, il faut également un processus de ressenti avec et dans les choses. Il sera alors possible d'établir une véritable base de compréhension et de communication. Plus nous essayons de nous comprendre, mieux nous pouvons communiquer. Une bonne compréhension signifie se libérer des mots en tant que tels et renforcer nos capacités d'écoute réelle et de sentiments intuitifs et de respect d'autrui.